J'ai mis sa photo dans un coin du miroir. C'est un peu incongru dans cette loge moderne. Elle ne sait pas qu'il faudra un siècle, et un peu plus encore, pour que son œuvre la plus ambitieuse, la plus intime aussi, prenne vie dans l'obscurité d'un théâtre de province. Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Cette œuvre, c'est une symphonie écrite par Charlotte Sohi durant la Première Guerre mondiale. Charlotte Sohi, compositrice oubliée, tout comme la symphonie. Une œuvre qui n'avait même jamais fait l'objet d'une création, jusqu'à ce que Deborah Wallman, chef d'orchestre à la vie romanesque, la redécouvre. La symphonie oubliée, le récit de plusieurs destins de femmes de musique qui s'entrecroisent, un ouvrage passionnant par Deborah Wallman et Pauline Sommelet que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Paris. Dans ce livre, tout est roman. D'abord la vie de la compositrice Charlotte Sohi dont on va parler dans un instant, et puis votre vie à vous aussi, Deborah Wallman. Votre vie est un véritable roman, si je peux me permettre. Alors je l'ai découvert aussi grâce à Pauline. Puisqu'elle a su tisser tous les points communs entre Charlotte et moi, et aussi dans ma vie. Et elle en a fait un roman, même s'il y avait de la matière. Beaucoup de matière. Vous êtes né au Brésil, vous avez passé votre enfance dans un kibbutz, et vous avez surtout déplacé des montagnes pour devenir chef d'orchestre et obtenir un poste. Oui, tout simplement, j'ai pas lâché, j'ai continué là où on m'a dit non, j'ai continué. Donc, au fur et à mesure du temps, c'est arrivé. Charlotte Sohi a aussi continué malgré tout. Elle était accompagnée par un époux absolument merveilleux et amoureux. Sa vie à elle est aussi un roman. Alors sa vie est un roman surtout pour nous qui découvrons un peu aujourd'hui l'existence des compositrices de la fin du 19e siècle. C'est vrai qu'elle a la chance de naître dans un milieu bourgeois très éclairé, éduqué artistiquement, d'être poussée par une mère qui est une cantatrice amateur, qui aime la musique et d'avoir des parents aimants qui vont tout à fait valoriser son intérêt pour la musique et son goût pour la composition, ce qui est rare à l'époque. Après, elle a une vie romanesque parce qu'elle a réussi, elle a eu la chance de pouvoir mêler vie amoureuse et vie créative, ce qui était assez rare, et puis de traverser cette grande épreuve qu'est la Première Guerre mondiale en parvenant à continuer à composer en dépit de la guerre et de l'épreuve qu'elle traverse particulièrement à ce moment-là, puisque son mari est mobilisé, blessé et même donné pour mort. Donc oui, il y a beaucoup d'éléments romanesques dans sa vie, mais finalement, beaucoup de compositrices de cette époque, ça je l'ai découvert vraiment à l'occasion du travail sur le livre, avaient une vie très romanesque, puisque comme on ne leur laissait pas vraiment l'opportunité de vivre leur passion pour la création, il fallait qu'elles déplacent des montagnes, elles aussi, pour pouvoir composer. Quelques exemples des amis de Charlotte ? Alors, plus que son amie, une de ses mentors, Mel Bonis, qui a une vie presque encore plus romanesque que celle de Charlotte, puisque elle va devoir quitter un amour de jeunesse et son amour pour la musique pour épouser un premier époux et avoir une vie plus rangée. Et puis quand elle va vouloir renouer avec sa passion pour la musique, elle va retrouver cet amour de jeunesse. Elle va avoir avec lui un enfant caché, et cette fille cachée qu'elle va ensuite vouloir retrouver tombera brièvement amoureuse d'un de ses premiers fils. Donc un scénario, je dis souvent que c'est un scénario qu'on retrouve dans la série à succès 10%, donc c'est pour dire que les scénaristes d'aujourd'hui n'ont rien inventé, il suffit d'aller voir la vie des compositrices et il y a matière à roman. Oui, Marie-Jaël aussi, c'est une très belle histoire. Marie-Jaël, c'est une très belle histoire, c'est une histoire de couple aussi, une passion pour le piano, une passion pour la pédagogie. Et c'est vrai que souvent, ce qui est un petit peu paradoxal mais intéressant, parce que la vie ne se réduit jamais à des schémas, à des structures, à cette époque où elles sont souvent empêchées socialement de vivre leur passion, beaucoup vivent quand même des histoires d'amour et trouvent des maris qui croient en elles, qui croient en leur talent. Et c'est le cas de Charlotte. Pour revenir à Charlotte, son mari disait tout le temps c'est la musique de ma femme qui est intéressante, ce qui est quand même pas rien, même aujourd'hui. Revenons à l'œuvre de Charlotte Sohi, cette symphonie oubliée qui porte vraiment les stigmates de ce drame qu'est la Première Guerre mondiale.
Oui, parce que alors c'est une symphonie qu'elle compose, qu'elle se met à composer au début de la guerre et à la fin, après, elle a terminé la Schola Cantorum, qui était son lieu de formation en 1909 environ. Donc elle s'est d'abord essayée plutôt à la musique de chambre, mais son maître, qui est Vincent d'Indy, lui a toujours dit qu'il fallait qu'elle s'attelle à l'écriture d'une symphonie. Et quand la guerre éclate, elle est plongée dans l'écriture de cette symphonie et elle va mener à bout cette écriture alors même que d'abord elle a déjà 4 enfants, elle est enceinte de son 4e enfant quand la guerre éclate et son mari, avec lequel elle avait une vie quand même de création intense, ils écrivaient ensemble, ils composaient ensemble, ils étaient insérés dans les mêmes cercles de production musicale de l'époque. Son mari est mobilisé et part bientôt pour le front. Donc elle ne va jamais lâcher, elle va écrire cette symphonie dont le déroulement est presque parfois une espèce de traduction musicale des émotions très fortes qu'elle va être amenée à vivre pendant la guerre. Cette symphonie, Deborah Waldman, comment la décrire musicalement parlant ? Alors, au niveau style, c'est une synthèse de beaucoup de compositeurs. On sent son héritage, mais à la fois, pour moi, c'est une chose nouvelle. Et ça, c'est ce qu'on avait, le challenge de comment l'interpréter au départ, parce qu'il n'y avait pas de tradition par rapport, ne serait-ce qu'à quel son on peut imaginer de cette partition. Et là, moi, je me suis beaucoup appuyée sur les autres œuvres de Charlotte, que j'ai travaillé aussi. J'ai découvert, donc, chez elle, il y a cette ligne vocale qui est quand même omniprésente. Et donc, je me suis appuyée sur un son wagnérien qui devrait suivre une ligne, mais française. Voilà, c'était un peu ça, comment inventer cette son. Et finalement, je trouve que on l'a vraiment trouvé avec l'Orchestre National, puisque eux, ils ont aussi cet héritage sonore. Et avec toutes les harmonies, et comme c'est tellement bien écrit, l'œuvre s'est révélée elle-même les soirs du 1er juillet. Cette œuvre, on peut dire qu'elle est le 3e personnage romanesque de ce roman. Elle joue un rôle prégnant tout au long du livre. Elle joue un rôle dans votre vie à vous. Oui, alors si j'ai un peu refait l'histoire, c'est vrai que donc, quand je l'ai reçue, j'étais aussi dans des recherches des œuvres inconnues, mais des compositeurs. Et puis, quand elle est arrivée, en fait, je me suis dit, mais en fait, elle était là déjà. Cette œuvre, elle attendait que je la découvre. Et finalement, j'ai ouvert les livres et là commençaient les parcours des combattants. Qui voudrait la programmer? Qui pourrait croire qu'il y a un talent sur une œuvre oubliée, qu'on a dit souvent, puisqu'elle n'est pas passée à l'histoire. Donc, c'est pourquoi. Et donc, je l'ai fait expertiser par un musicologue. D'abord, je lui ai fait écouter l'Esclave couronné, l'opéra de Charlotte. Et puis après la symphonie, l'opéra, il n'a pas été très chaud, mais pour la symphonie, il a dit, c'est vraiment une très belle œuvre et ça vaut la peine. Et puis évidemment, moi j'ai adoré ce sujet, donc j'ai été conquise d'avance. Et c'était très gratifiant de voir que le public, les musiciens, la presse, et tout le monde était vraiment conquis après. Donc, 2 femmes très romanesques, une symphonie, et puis 2 artistes qui se mettent à écrire à 2 voix ce roman. Comment est-ce que toutes les 2, vous avez travaillé pour obtenir cette si belle harmonie des discours? Alors c'était un travail depuis le début en fait. Quand on s'est rencontrés, Deborah avait déjà commencé son travail de redécouverte de la symphonie, le travail musicologique et une partie du travail historique et biographique sur la vie de Charlotte, avec l'aide très amicale et pleine de confiance d'un des petits-fils de Charlotte Sohi, François-Henri Labbé, qui était dépositaire des archives familiales et qui avait déjà lui fait un gros travail de mise au jour et d'édition des partitions et des manuscrits de sa grand-mère. Donc dès le début, il était entendu que ce serait plutôt à Deborah cette partie proprement musicologique et aussi enquête sur la personnalité de Charlotte, parce que ça c'était intéressant, et qu'à moi reviendrait une autre partie du travail d'enquête et essentiellement le travail d'écriture, puisque de toute façon, Deborah n'ayant pas le français pour langue maternelle, c'est vrai que l'écriture proprement dit, c'était vraiment ma partie, entre guillemets. Mais je dirais que ça a quand même été vraiment un travail à 4 mains, dans la mesure où donc on passait des longs moments ensemble. Je l'ai beaucoup interviewé, reposé des questions, faire raconter sa vie, un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup du travail sur Charlotte qu'on a fait ensemble.
c'est-à-dire le travail aussi de recherche dans certaines archives, comme on le raconte dans le livre, à la bibliothèque de l'Opéra de Paris, on a vraiment découvert des lettres inédites qui nous ont beaucoup touchés. On est allé un peu en pèlerinage sur les lieux dans lesquels elle avait vécu, notamment l'appartement de la rue Greuze, enfin l'hôtel particulier de la rue Greuze à Paris, où on a essayé d'entrer, de retrouver des... Enfin, c'était un peu comme une chasse au trésor, et ça, on l'a fait ensemble. Et puis après, sur l'écriture proprement dit, ça c'était vraiment ma partie de mettre en voix ces deux vies de femmes. Donc on savait que j'aurais le jeu de Déborah en charge. Et donc ça s'est fait, j'écrivais et puis je lui montrais. Et elle validait ou pas. Enfin, en grande partie, je crois que la chance qu'on a eue, c'est ce que je dis souvent, c'est que Déborah, elle a un parcours, comme vous l'avez souligné, très cosmopolite. Charlotte, c'est au contraire une femme vraiment issue de la bourgeoisie française de la fin du 19e et de la Belle Époque. Et moi, j'avais l'impression, étant de la même année de naissance que Déborah, d'être un peu un trait d'union entre ces deux femmes. J'avais des propres souvenirs familiaux d'une grand-mère, par exemple, qui ressemblait beaucoup à Charlotte Sohi, enfin en tout cas qui m'y faisait penser. Et puis, voilà, par le jeu générationnel, j'étais aussi proche de Déborah. Donc j'ai essayé d'être cette espèce de porte-voix de ces deux femmes, et c'était assez passionnant parce que du coup je m'enfermais non plus jamais dans un personnage, ce qui peut arriver, j'imagine, quand on a un seul personnage. On est parfois peut-être un peu fatigué de sa compagnie. Moi, j'alternais entre mes deux héroïnes et j'étais absolument ravie. Oui, votre manière d'aborder le sujet en fait est extrêmement originale, puisque, sauf erreur de ma part, on ne fait pas une biographie de compositrice de cette manière usuellement. C'était un choix dès le départ de faire un livre grand public. Je crois que d'abord, moi, j'avais tout à fait conscience que je n'avais pas les capacités ou les compétences, par exemple, musicologiques pour faire un livre très sérieux comme peut en éditer le Palazzetto Bruzane, justement, sur Melbonis, enfin, vraiment des ouvrages très, très érudits. Moi, j'avais envie qu'on fasse un livre qui soit extrêmement sérieux quand même sur le plan de ce qu'on racontait et avec des informations vérifiées et pas d'erreur, mais de s'autoriser cette licence romanesque pour combler un petit peu les trous qu'on avait, par exemple, dans la biographie de Charlotte, mettre en scène vraiment ces personnages, parce que notre vœu, c'est que ce soit un livre qui soit accessible et agréable pour des gens qui ne sont pas particulièrement passionnés par la musique classique. Déborah, beaucoup de musiciens professionnels préfèrent le musicologique au romanesque. Apparemment, ce n'est pas votre cas. Non, mais souvent, même tant que musicienne, je préfère la musique que l'analyse, même si c'est très nécessaire et c'est obligatoire, je me suis instruite, mais je suis plus sur les intuitifs, sur les humains, sur les directs que peut-être sur le réfléchi qui vient de toute façon. Parlons de la création maintenant de cette fameuse symphonie. Comment les choses se sont-elles déroulées ? D'abord, on a fait la vraie création mondiale, c'est-à-dire c'est la première fois que les musiciens se sont tous réunis et ils ont eu les partitions devant eux et on a entendu la pièce. Donc c'était le 6 juin 2019 à Besançon, puisque c'était l'orchestre qui voulait bien de ce projet. On était ravis qu'ils nous ont fait une confiance et c'était un grand succès. Le public, il a adoré. C'était aussi un programme que des compositrices, ainsi soit-elle. Donc il y avait Clara Schumann, Fanny Mendelssohn et Charlotte Sohi en deuxième partie. Et puis, une fois qu'on a fait on pourrait avoir une matière sonore, parce qu'on a fait une captation de cette création, pour pouvoir le proposer aux programmateurs. Et là, ils ont entendu et finalement, ils voulaient quand même de la pièce. Parce qu'on a frappé à leur porte aussi avant. Et finalement, donc, l'Orchestre national de France a accepté avec le Palazzetto Bruzane pour leur faire les concerts de clôture de leur festival. Aussi, donc, compositrice, ils voulaient. Et c'était très beau d'avoir Melbonis avec Jaël, mais surtout Melbonis et Sohi dans le même concert. J'ai trouvé ça très réussi. Et donc, la création parisienne s'est faite le 1er juillet 2021. Et là, pour moi aussi, la pièce, elle était autre, puisque je l'ai regardée autrement et je savais que je pouvais aller plus loin, parce que la réflexion était majeure. Qu'avez-vous entendu en étant côté public, vous, lors de cette création en juillet ?
Alors justement, il y a eu les deux étapes puisque j'étais aussi à la création de juin 2019 et c'est vrai que c'était particulièrement émouvant. En juin 2019, moi j'étais quand même avide d'entendre cette pièce sur laquelle, parce qu'on travaillait déjà sur le livre depuis 2 ans, donc c'était une des choses qui m'avait effrayée au départ de se lancer dans ce projet en me disant je pourrais jamais écouter la musique de Charlotte. Donc une grande frustration qui a été comblée en juin 2019 et c'était voilà, là une naissance au monde qui était particulièrement émouvante. Et puis en juillet dernier, là je dirais que l'émotion avait était encore montée d'un cran parce que d'abord entre-temps le livre avait été écrit, donc on était aussi arrivé au bout de quelque chose dans le parcours de Déborah aussi. Entre-temps elle a été nommée directrice de l'orchestre d'Avignon, donc c'était un aboutissement qui a été un peu comme une espèce de petit signe du destin de Charlotte, une espèce de sororité, comme je dis souvent, à un siècle d'écart, comme quoi ce compagnonnage avec elle était particulièrement fécond. C'est vrai qu'on sentait que la pièce avait mûri aussi dans sa tête. Et puis, il faut souligner que c'était le 1er juillet. C'était, je crois, le lendemain de la fin des jauges et de toutes les restrictions qui avaient frappé le monde de la musique et du spectacle. Et je crois que là, le désir et l'émotion de chacun étaient encore plus exacerbés. Et ça, on l'a vraiment senti. Ça a été un concert assez extraordinaire. Charlotte Sohi au disque, c'est pour bientôt ? Ça sera pour février 2022, avec d'autres pièces de Charlotte, notamment des mélodies magnifiques, Les Trois Anges et Ton âme, et qui est un recueil donc des poèmes qu'elle a écrit pour soprano et pour mezzo, et ça traduit tout à fait son état de réflexion. Et cette dame donc très croyante, très convaincue qu'il y a un au-delà. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.